On va avoir 3 temps entre nous sur ce sujet-là. Le temps numéro 1 avec Fanny Auger qui va vous présenter la prévention des risques chimiques euh, tout de suite. On va passer la parole après à 2 prestataires, Sanivap et Depic, qui font la promotion de procédés vapeurs qui permettent justement de réduire la quantité de produits chimiques tout en assurant la désinfection. On aura ces 2 présentations. Et puis un troisième temps d'échange entre nous, puisque vous pourrez poser toutes vos questions à l'issue de ces présentations. Je ne vais pas faire plus long. Fanny, je te propose de prendre la parole tout de suite. Je vais donc couper mon micro. Et dès lors que tu as fini, on fera intervenir nos 2 invités. Fanny, je te remercie et je te passe la parole tout de suite. Je surveille en même temps le chat. Si des questions émergent, on les posera directement à Fanny après son intervention. Merci, je t'en prie, c'est à toi. Merci Olivier. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme Olivier l'a dit, je m'appelle Fanny Auger. Je travaille chez Primum Non Nocere en tant que conseillère en développement durable, avec une spécialité sur tout ce qui est prévention des risques chimiques, puisque je suis ingénieure chimiste de formation et diplômée d'hygiène hospitalière. Donc, du coup, aujourd'hui, on m'a demandé de faire une brève intervention sur les risques chimiques. Donc, j'ai pris le parti en 20 minutes de faire un petit peu un tour d'horizon de tout ce qu'il était possible et de comprendre cet enjeu, sans malheureusement pouvoir rentrer dans les détails de tous, mais sachez qu'on peut, si vous le souhaitez, approfondir un certain nombre de points et peut-être que vous pouvez faire remonter vos besoins pour une prochaine session si besoin est. Alors, du coup, je vais commencer par les enjeux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un risque chimique? En fait, on parle de risque chimique dès lors que l'on va être exposé à un produit chimique. Et on peut être exposé de 2 manières principalement. Soit on va être exposé directement à la substance, c'est-à-dire qu'on va avoir un produit, on sait que c'est un produit chimique, on va l'utiliser directement et là, on peut en quelque sorte identifier le risque. Ça va être par exemple quand on va utiliser de la peinture, quand on va nettoyer, désinfecter des locaux, quand on va mettre des pesticides. Là, on a le produit en lui-même. On sait qu'il existe, on sait qu'on l'utilise. On a un deuxième type d'exposition au risque chimique. Ça va être émis par une activité, des produits émis par une activité. Et donc là, ça va être de manière indirecte. L'exemple le plus courant, ça va être les fumées de combustion quand on utilise la voiture ou la chaudière. Là, si on ne connaît pas bien le procédé, on n'a pas d'information, on ne sait pas forcément qu'il va y avoir émanation de produits chimiques potentiellement dangereux. Ensuite, comment on peut être intoxiqué? Eh bien, il y a 3 façons de s'intoxiquer. L'inhalation, donc tout ce qu'on respire. L'ingestion, tout ce que l'on mange ou ce que l'on boit. Et puis le contact, ce qu'on se met sur la peau ou sur les yeux. Et peu importe ce moyen d'intoxication, on va avoir 2 types d'intoxication. Les intoxications aiguës, donc c'est celles qui sont le plus connues, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets sur notre santé immédiats. Donc, par exemple, ça va être se brûler la main avec de l'acide. Ça va nous piquer immédiatement. Et ça va être un empoisonnement au cyanure. On va mourir immédiatement. Donc ça, c'est des intoxications aiguës. Par contre, on a tout ce qui est intoxication chronique, qui sont beaucoup moins connues et qui sont beaucoup plus difficiles à identifier. Là, ça va être au contraire une exposition à des quantités faibles qui ne vont pas avoir un impact direct sur notre santé, mais le fait que ça soit répété quotidiennement, plusieurs fois par jour, va à long terme avoir un impact sur notre santé. Et donc ça, c'est par exemple l'utilisation de produits irritants, de savons irritants qui vont, au bout d'un moment, nous irriter les mains, faire des dermatites sur les mains. Ou les perturbateurs endocriniens, des produits cancérigènes qui, au bout d'un certain nombre d'années d'exposition quotidienne, vont déclencher des maladies comme le cancer, etc. Au-delà du risque sur la santé, sachez que les produits chimiques ont un impact, peuvent provoquer des incendies, des explosions, et puis on a un impact certain sur l'environnement. Du coup, un petit focus sur les enjeux sanitaires au sein des établissements. Alors, c'est ce que disait Olivier en introduction, l'hygiène hospitalière a permis de sauver de nombreuses vies, et heureusement. Sauf qu'en fait, on se rend compte maintenant qu'on a mis beaucoup de moyens pour avoir de l'hygiène hospitalière irréprochable et de qualité, ce qui est tout à fait normal, mais au détriment et sans connaître forcément le risque chimique que cela pouvait faire apparaître. Et donc, l'idée, en fait, c'est de rééquilibrer un petit peu cette balance entre risque sanitaire et risque chimique pour qu'on puisse avoir une qualité d'hygiène tout autant performante, mais tout en réduisant les risques chimiques. Dans les établissements de santé, ce qu'on voit le plus souvent apparaître, c'est de l'asthme professionnel, des inflammations respiratoires.
Et donc ça, il y a en 2016 une étude qui relevait qu'il y avait 7,7% du personnel de santé concerné par cet asthme professionnel et que les professionnels en lien avec l'entretien des locaux étaient 5 fois plus touchés. On a aussi des dermatites de contact, des conjonctivites et des rhinites. Au niveau des enjeux environnementaux, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va nettoyer notre établissement et introduire un biocide au sein de notre établissement, il va être très, très, très concentré. Et donc, au moment où on nettoie, il va avoir un effet biocide, il va tuer les bactéries. Sauf que tout ce qu'on rentre dans notre établissement, à un moment donné, il va ressortir. Et donc, ça va être dans les effluents liquides à un moment donné. Quand il va passer dans nos effluents liquides, dans nos égouts, eh ben, il va être dilué avec tous nos autres rejets liquides. Là, du coup, sa concentration va diminuer et on va passer d'un effet biocide à un effet écotoxique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos stations d'épuration, la plupart, elles fonctionnent avec des bactéries. En fait, c'est des bactéries qui digèrent les matières. Et donc, si on introduit des biocides qui vont avoir un effet toxique, en fait, ils vont gêner le bon fonctionnement de ces stations d'épuration en s'attaquant aux bactéries qui sont censées purifier l'eau. Donc, ils vont quand même, pour la plupart, passer cette station d'épuration et se retrouver dans le milieu naturel. Là, quand ils vont arriver dans le milieu naturel, ils vont encore une fois être dilués puisqu'on va se retrouver avec tous les autres apports d'eau en dehors de la station d'épuration. Et cette fois-ci, la très, très, très faible concentration de produits chimiques qu'on va retrouver dans le milieu naturel va pouvoir favoriser l'apparition d'antibiorésistance. Donc, c'est un des facteurs qui explique, ça a été prouvé, qu'au-delà des antibiotiques, les biocides aussi favorisent l'apparition des résistances bactériennes. C'est également les risques chimiques un grand enjeu réglementaire. Alors du coup, pour faire très rapide sur le sujet, voici les 3 réglementations que vous devez avoir en tête et qui doivent vous parler. La première, c'est REACH, donc Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. C'est une réglementation européenne et le but, c'est de faire l'inventaire de tout ce qui rentre sur le territoire européen et tout ce qui est produit sur le territoire européen. D'avoir les quantités et de demander à chaque fournisseur ou chaque producteur de mesurer la dangerosité et de le renseigner. Cette base européenne agrège tout ça, rend cette information disponible et de temps en temps va prendre des décisions sur tel ou tel produit au vu de son utilisation et sa dangerosité. On va l'interdire, on va limiter son usage, etc. C'est la première réglementation. La deuxième, c'est le CLP, Classification, Labeling et Packaging. C'est notre réglementation. Elle, on la connaît bien puisqu'en fait, c'est celle qui régit les pictogrammes, comment on fait apparaître les pictogrammes sur nos flacons. Donc, normalement, vous les avez déjà vus, ça vous parle. Donc ça, c'est une réglementation pour informer des dangers. Troisième chose importante à avoir en tête, ce sont les fiches de données de sécurité. Donc ça, ce sont des documents techniques que les fournisseurs doivent remplir et doivent vous donner. Et en fait, dans ces documents, on a toutes les informations sur les dangers, sur la composition du produit, sur les précautions à prendre, sur les gestes de premier secours, sur comment, dans quelle filière de déchets le mettre, etc. etc. C'est plus ou moins bien rempli par les fournisseurs. Mais ce qu'il faut, c'est que vous, en tant qu'établissement de santé, vous avez l'obligation de fournir un accès à ces fiches de données de sécurité pour les utilisateurs finaux. C'est-à-dire que les ASH doivent savoir où se trouvent ces fiches de données de sécurité. Ce sont des documents techniques, on ne peut pas rentrer dans les détails là, mais l'idée, c'est peut-être pas de mettre les fiches de données de sécurité telles quelles, puisque c'est très complexe et dans la panique, s'il y a un accident, on ne va pas savoir trouver l'information, mais d'en faire ou de demander aux fournisseurs d'en faire des versions simplifiées. Voilà pour les enjeux. Du coup, maintenant, je vais vous présenter une méthodologie pour la gestion des risques. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tout, mais l'idée, c'est que vous puissiez à peu près savoir par où commencer, vous rendre compte de l'étendue du sujet, et puis on pourra creuser peut-être plus tard certains points. La première chose, comme toute démarche de prévention, ça va être d'identifier les risques. Ensuite, on va passer dans une étape dans un plan d'action qu'on appelle SSR, suppression, substitution, réduction. Et puis en dernier, les risques qu'on n'aura pas réussi à éliminer, on va faire en sorte de protéger les salariés. Donc au niveau de l'identification, on est malheureusement exposé à beaucoup de produits chimiques dans notre quotidien. Donc la chimie a apporté plein de bonnes choses, mais parfois on ne maîtrise pas tout.
Donc, il va y avoir plusieurs postes. On va avoir déjà l'alimentation. Donc, l'alimentation, à la fois le contenu, les pesticides résiduels qu'on peut retrouver dans notre alimentation, mais aussi le contenant. Là, vous avez une image d'un saumon dans un sac en plastique. Il faut savoir que certains plastiques contiennent des phtalates ou d'autres plastifiants qui vont pouvoir migrer et ils sont très attirés par le gras. Donc là, le gras du saumon va attirer les molécules plastiques, les plastifiants contenus dans son emballage. On va avoir aussi ce que je vous disais, tout ce que l'on mange et tout ce que l'on boit, donc les médicaments. Certains médicaments, notamment des excipients, peuvent être controversés, peuvent induire des risques. On a aussi tout ce que l'on respire. Donc là, on pense aux bougies, aux encens. On a parfois la mauvaise idée, on ne sait pas, de mettre des purificateurs d'air pour assainir l'air. En général, ils ne sont pas top et ils ont plutôt l'effet inverse. Le tabac, là, on a tout un sujet aussi sur la pollution de l'air extérieur, donc par les rejets de voitures, des industries, etc., de l'agriculture. On a tout un sujet aussi sur l'ameublement, les peintures, les colles utilisées. Et puis, les produits ménagers qui sont responsables souvent d'une mauvaise qualité de l'air intérieur. Et puis enfin, tout ce qu'on se met sur la peau, là notamment tous les cosmétiques. On a une dernière image aussi ici qui représente les dispositifs médicaux. Il faut savoir que les dispositifs médicaux, c'est un peu le même principe que ce que je vous expliquais sur l'alimentation avec les emballages. On peut avoir des migrations, des plastifiants contenus dans les dispositifs médicaux vers les patients, vers les solutés qui sont à l'intérieur. Donc, grosso modo, dans un établissement de santé, pour résumer, les sources d'exposition principales, ça va être l'entretien des locaux en priorité, avec éventuellement la blanchisserie. Ensuite, tout ce qui est maintenance du bâtiment et entretien des espaces verts, la restauration, et puis les autres applications de la chimie que je viens de vous présenter. Donc, du coup, au niveau de l'identification, l'idée, c'est de se dire, on va commencer par regarder ce qu'on a. Et du coup, on ne va pas pouvoir traiter forcément tout d'un coup, donc on va pouvoir se limiter à un service ou se limiter à une application, donc se dire on va travailler que sur les produits d'entretien, on va travailler que sur la maternité, on va travailler, voilà. Se limiter un petit peu et puis vraiment faire la cartographie des produits que l'on achète et puis parfois aussi des produits que l'on reçoit, dont on n'a pas forcément conscience qu'ils sont présents au sein de l'établissement. Donc, cette cartographie-là nous permet déjà de faire cet inventaire. Et puis ensuite, il va falloir évaluer les risques chimiques. Alors, quand j'ai un peu plus de temps, je vous propose une méthodologie en 4 étapes pour identifier les risques chimiques, sachant que ça peut aller de quelque chose de très, très simple à quelque chose de très, très complexe et très, très chronophage. Et l'idée, c'est qu'après, chaque établissement, en fonction de ses ressources en interne, puisse se positionner pour savoir s'il va faire la version rapide et simple, mais du coup moins complète, ou s'il va aller jusqu'au bout. Donc, je vais vous les présenter très rapidement, mais je ne pourrai pas rentrer dans les détails là-dessus, malheureusement. Première étape, ça va être de regarder les pictogrammes. Donc, à mon sens, toutes les personnes qui sont amenées à un moment donné à manipuler des produits, c'est-à-dire à peu près tous les membres de l'établissement, quasiment, doivent connaître ces pictogrammes et ce qu'ils signifient. Ça devrait être un prérequis à mon sens. Du coup, on a 3 voire 4 pictogrammes dangereux pour la santé. Le pire, c'est celui-ci, toxique, avec la tête de mort. Lui, c'est des intoxications aiguës que je vous ai exprimées tout à l'heure. Ça veut dire que c'est des choses qui peuvent être mortelles dans l'immédiat. Donc, quand on a ce pictogramme-là, c'est vraiment très dangereux. Ensuite, deuxième pictogramme, le bonhomme avec une étoile, dangereux pour la santé. Là, c'est ce qui va être intoxication chronique. Donc, ça va être tout ce qui est notamment cancérogène, mutagène, reprotoxique. On va avoir aussi ici corrosif. Donc, ça va être tout ce qui va être irritant pour la main, pour les mains, pour les yeux. On va avoir un pictogramme dangereux pour l'environnement, c'est l'arbre avec le poisson mort en général, on le connaît bien. Et puis les autres, ça va être des dangers qu'on appelle physiques, donc comburants, inflammables, gaz sous pression, explosifs. On a ce dernier pictogramme, le point d'exclamation, qui lui est un petit peu le fourre-tout dont on ne sait pas trop comment classer autrement, donc on le met dedans. Ça veut dire que des fois, ça va être des choses au regard de votre situation pas dangereuses. Par exemple, les gaz qui entraînent un effet sur la couche d'ozone ont un point d'exclamation. Mais des fois, ça va être des choses irritantes, dangereuses, qui peuvent provoquer des somnolences ou des vertiges. Enfin voilà, ça peut être des choses beaucoup plus importantes dans votre situation. Donc, ce point d'exclamation, il veut tout et rien dire et ça vaut le coup d'aller creuser ce qu'il y a derrière.
Quand je dis que ça vaut le coup d'aller creuser, ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, derrière chaque pictogramme, il y a en fait toute une classification, toute une échelle des risques. Heu, Par exemple, dangereux pour l'environnement, derrière ce pictogramme-là, on distingue effet chronique, effet aigu et on classe de 1 à 4, 1 étant le plus dangereux et 4 le moins dangereux. Derrière chaque pictogramme, il y a ça en fait, toute une classification, toute une échelle et en fait, par exemple, sur le dangereux pour l'environnement, l'échelle va de 1 à 4. On a le pictogramme qui apparaît sur le flacon que si on est dans le haut de l'échelle, c'est-à-dire 1 ou 2. Si on est dans le 3 ou 4, on n'aura pas le pictogramme. Pourtant, il va avoir un effet sur l'environnement, mais on ne va pas avoir le pictogramme sur le flacon. La seule façon de le savoir, ça va être d'aller un petit peu plus loin du coup dans la méthodologie et de regarder les fameuses fiches de données de sécurité. Donc ça, c'est la deuxième étape. Première étape, on regarde les pictogrammes. Deuxième étape, on va voir les fiches de données de sécurité. Et dans ces fiches de données de sécurité, à la rubrique 2, on a ce qu'on appelle les phrases de risque. Là, ça va détailler le pictogramme, c'est-à-dire qu'on a une échelle derrière chaque pictogramme et ces phrases de risque vont nous dire à quelle échelle on se situe. Et donc là, on va avoir l'information dangereux pour l'environnement des catégories 3 et 4. C'est la deuxième étape. À mon sens, il faut qu'il y ait au moins une personne formée dans l'établissement qui puisse être capable d'aller regarder ces fiches de données de sécurité et d'aller comprendre à cette rubrique 2 les phrases de risque pour bien avoir l'information. Donc ça, pour moi, c'est voilà, ce qu'il faut faire au minima dans un établissement pour bien avoir l'information sur le risque. Ensuite, pour aller plus loin, là, ça prend déjà beaucoup plus de temps. Mais c'est ce que nous, on fait pour nos établissements pour être bien complet, c'est d'aller regarder quelles sont la composition des produits. C'est-à-dire qu'à la rubrique 3, toujours de ces fiches de données de sécurité, vous allez avoir le détail des composés qui sont problématiques. Le détail, leur concentration et quels sont leurs effets. Donc, ce que je vous invite à faire, pour aller plus loin, cette troisième étape d'identification, c'est de regarder chaque composé, en effet, ce qu'il a. Et quels sont leurs effets. À savoir que les fournisseurs, certains jouent très très bien le jeu et remplissent de manière totalement transparente et exhaustive leurs fiches de données de sécurité, d'autres un peu moins. Et donc, on peut se permettre parfois de contrôler quand on a des manques d'informations. Pour contrôler, vous avez deux liens ici. Le premier, c'est le lien vers Rich. Donc, en fait, il faut savoir que cette base de données européenne, vous pouvez demander le nom d'un produit et il va vous sortir en fait sa FDS et donc sa dangerosité. Il va vous le dire pour tous les produits. Et ça, c'est européen, donc c'est la meilleure façon d'avoir. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peu importe comment sont les risques, on ne prend pas en compte l'effet perturbateur endocrinien. Dans certaines utilisations, dans certaines situations, du coup, moi, ce que je dis depuis c'est ce que c'est Dixly. Donc, en fait, c'est une base de données américaine qui est une communication très mettre produits qui vous sortent oui ou non des études qui s'appelle liste. Vous avez vu quand je vous ai présenté rentrer des numéros, en fait, il faut savoir que les produits chimiques, une molécule, elle va avoir plein de noms différents. Elle va avoir le nom français, le nom chimique, le nom commercial, le nom anglais. Elles vont avoir 15 000 noms. La façon la plus simple de se repérer, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le numéro CAS, c'est-à-dire qu'une molécule va avoir plein de noms potentiels, mais un seul numéro d'identification qu'on appelle le numéro CAS. Et ça, vous les retrouvez sur les données de sécurité. Et c'est ça, avec ça qu'il faut aller chercher sur les bases de données Rich ou la TEDxList. Enfin, dernière chose à faire, une fois si on a été au bout de tout ça, c'est une gestion des risques classique, c'est-à-dire de regarder, OK, on a identifié un danger, mais dans quelle situation on utilise ce produit-là? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est avec des personnes à risque? Quel geste de maîtrise on a mis en face? Est-ce qu'on aère, etc., etc. Donc, mettre tout ce danger au regard de la situation et puis faire une analyse des risques classique. Là, pour la première partie identification,
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au niveau de l'entretien des locaux, on a pas mal de solutions et on peut réussir à réellement diminuer, les risques chimiques et l'utilisation des produits. Donc c'est la démarche SSR, donc on va prendre nos produits. Les plus dangereux, on va essayer de les supprimer. Si on n'arrive pas à les supprimer et qu'on en a réellement besoin, on va essayer de les substituer par des produits moins toxiques. Si on n'arrive pas à les substituer par des produits moins toxiques, on va tout du moins essayer de réduire leur utilisation. Là, je vous ai mis quelques exemples. Sur la suppression, la diminution du nombre de références. En fait, on s'aperçoit que souvent, on a plusieurs produits pour faire la même chose parce qu'on nous vend le dégraissant pour les sanitaires et le dégraissant pour les surfaces hautes et le dégraissant pour les salles. Et en fait, quand on regarde réellement leur composition, si c'est la même marque, en plus, souvent, c'est exactement la même chose, exactement le même produit à l'intérieur. Et donc, on pourrait largement réduire le nombre de références rien qu'avec ça. Ensuite, le recours à des pratiques alternatives sans produits chimiques. Donc, je vais y revenir un tout petit peu après, puis ce sera l'objet des développements des interventions après moi. La suppression des produits les plus impactants, ça, grâce à votre cartographie, vous allez pouvoir les repérer. Ce qu'il faut absolument, c'est supprimer tout ce qui est dangereux pour la santé, avec le bonhomme, avec la croix au milieu. Le bonhomme noir avec la croix qui a ce pictogramme-là. Ça, c'est cancérigène. Donc ça, il faut réussir à le supprimer. Ensuite, le deuxième S, qui était donc la substitution. Là, on va parler de tout ce qui est écolabel, produits moins toxiques, etc. Et puis le R, la réduction, on va pouvoir essayer de diminuer la quantité. On peut imaginer de faire des alternances entre du nettoyage, par exemple pour les sols, entre un nettoyage avec un produit et de l'eau. Ça, c'est tout à fait envisageable. On peut essayer aussi de réduire la mise en contact, notamment on pense aux centrales de dilution, qui vont permettre à la fois aux agents de ne pas manipuler le produit concentré, et puis d'avoir la bonne concentration, d'avoir la bonne quantité, d'éviter de transporter des seaux trop lourds, etc. Ce qu'il faut comprendre pour la diminution du nombre de références, c'est qu'en fait, on va, pour l'entretien des locaux, finalement avoir besoin que de 3 produits. On a besoin de 3 actions. Désinfection et tartrage. On va avoir cette action-là, donc d'enlever et d'enlever la ceinture. Du coup, on fait comment ça fonctionne? Je te mets, on va regarder en bas. En fait, là, la présente surface et représente une surface. En fait, c'est un actif qui présente rond et ensuite le rond le trait, c'est le bord, il descend de l'eau. Donc, on va introduire cette salissure. Super, vouloir dans l'eau, le corps, à la face, et en entourant comme des tâches. Là, vous comprenez le torsion activé retombe et on se retrouve avec comme avec des tensions actifs dessus. Ensuite, une deuxième activité, qui est la désinfection. La désinfection, c'est tuer 999% de l'organisme ou de c'est en fait, désinfecter 2 heures. Et là, qu'il nous vous avez germe bactéries le temps. En noir, c'est avec un désinfectant. Première chose, quand on a nettoyage, on va éliminer beaucoup de bactéries, un désinfectant, que si on a ça, à peu près 80% des bactéries, si on a un savon, 99,999%, si on a un désinfectant. Mais on veut surtout que la
les bactéries vont coloniser. Dès lors qu'on a désinfecté la surface, elles veulent parce qu'elles sont dans un endroit favorable. Et 2 heures, on a facilement atteint à nouveau la même température. Les bactéries sont pas prêtes, on est entouré de bactéries et c'est normal. Mais voilà, sachez que et du coup, nous questionner sur nos dans un hors situation épidémique, besoin face pour des patients qui leur chambre des patients qui vont réellement si c'est leur nettoyer, que ce soit propre. Voilà, ça nous questionne. Est-ce qu'on a besoin de désinfecter les gens que c'est pas contaminés et qui sont liés un pied ne se pas c'est des tartrages donc bien spécifiques. Le tartre forme l'interprolaire donc sur les parties internes. Et c'est utilisé utiliser qui fait très bien qui va très bien. Et bon, on conseille de et puis désinfectant, des tartrans, des désinfectants, le cumul pour désinfecter, il faut pas enlever ça a aucun sens. Et avant de désinfecter, on a aussi cette question du biofilm, c'est-à-dire qu'en fait, quand l'arme utilisée des tensioactifs, si on rince, on les place, on va mettre un désinfectant, on va tuer des bactéries, mais les bactéries rester sur place. Et tout ça, en fait, ça va pouvoir s'accumuler si on ne rince pas de temps en temps. Et ça va faire ce qu'on fait en biofilm. Elles ne vivent pas seules les unes séparées les unes des autres, mais en fait, elles vont s'accumuler, former des sortes de villes, des colonies, et se multiplier, se doter de moyens de défense et former ce qu'on appelle des biofilms, rajouter des produits chimiques qu'on appelle des biofilms. Et ça va former des petites branches que l'on voit parfois sur les brillants. Et l'idée de ces chimiophiles, c'est faire au moins des aliments de l'eau pour évacuer, éviter de rajouter tout. On aurait besoin de 3 produits, détergents, un désinfectant, des tartrans dans la c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est on peut de ces produits. Pour envisager une alternative, il faut comprendre le cercle de bonheur, la théorie du nettoyage. En fait, on va avoir sur la en fait, il va falloir compenser par un des 3 autres. Regarde des donc imaginez que des amis on fera vous avez préparé des lasagnes. Le repas approche et du coup, on rentre chez vous. Là, c'est vous là, vous avez du temps. Ce que vous allez faire, c'est mettre dans le pied, laisser tout tremper. Le lendemain, vous allez mettre un petit peu et vous avez une idée de mécanique, la température. Si c'est préparé à manger et qui tous sont pressés de repartir là, pas le temps. Vous allez faire, c'est que vous allez
et puis frotter. Et nettoyer le tout, vous allez avoir exactement le même résultat dans le carton, vous allez utiliser la mécanique. Donc c'est en fait le principe. Si on veut supprimer la chimie de l'entretien de l'eau, il va falloir sur le donc voici en gros, il y en a 3 Motorola, et cetera, donc nettoyage, là, utiliser des actif, c'est sûr. On a 2 pour désinfection qui sont la microfibre et l'eau et alors, j'ai cru comprendre si vous confiez la présentation en détail sur la personne microfibre et la personne microfibre. Non, OK, alors du coup, tout ce qui va être exposé. La microfibre, c'est les fibres vont être de la taille à peu près des bactéries. Les photons sont microfibres sont à peu près la taille des bactéries. Et on va passer sur le sulfate, elles vont être capables de les bactéries vont se dans les intestins, on va décoller les bactéries du sol et on va les attraper dans le microfibre. Ensuite, on va ça dans la définition de toute infection. Inactivés, si on les tue pas au moment on les dans le microfibre. Ça permet de désinfecter. Approuvé pour les vous pouvez y aller. Pour les sols, théorie, dépenses. Il y a beaucoup d'établissements de santé qui maintenant utilisent pour l'infection quotidienne et pour les services. Là, utiliser pour ta protection. Avant de détailler, sachez que la partie avant, en fait, il faut que vos protocoles en équipe donc les protocoles. Il faut bien préciser aussi le temps d'action des produits. Vous faites votre cartographie des produits. Il y en a un dangereux, vous l'utilisez pour quelque chose de moins dangereux. Souvent dangereux parce qu'ils sont efficaces. Si tu changes des protocoles, en fait, très efficace, vous êtes pour qu'il et le produit dangereux, il va falloir le laisser 1 minute. Après, c'est de les gens vont continuer avec les anciennes se dire il n'est pas efficace et on est à prendre du préciser parce que c'est souvent un écueil qu'on observe dans les établissements qui veulent changer. Les protocoles, c'est important d'intégrer l'aération. C'est possible. Alors, je sais qu'il y a une contrainte de sécurité les sont dans l'air. Des équipe individuelle, donc là, des lunettes, dès lors c'est liquide et d'avoir un pour les gants, il ne fait pas de la même je vais vous montrer ici. Les comme une barrière on fait notre gant avant de traverser. Voilà, on se fait produits dangereux
tombe pour mettre un autre. À savoir que le nylon va bien ou mieux que le latex, il est à privilégier pour pas mal de règles de sécurité en ce qui concerne le stock. On ne va pas le détailler ici, mais sachez que c'est entreposer des produits, de lancement de la pièce, etc. Dernièrement, on que comme si le produit chimique est un produit plutôt, ça veut dire qu'il doit être dangereux et son comportement est bon. Donc, pour être conforme à la règle, dédié avec un terre dédié, pas dans les recyclables ou les ordures ménagères. Après, à même donc ça peut se pas les communales et des déchets dangereux professionnels, comme les unes dans les recyclables. Voilà pour cette présentation. Je voulais dire en termes de les chimiques, on va travailler sur le volet social, l'exposition et les maladies d'intoxication d'agents. Remarquer que la fibre et de les mais bon, voilà, c'est tout. On va travailler aussi le volet produits directs, des produits indirects en termes d'absentéisme et de. On va travailler aussi bien l'environnement, voilà pour la présentation. Je sais que vous prendre une question-réponse maintenant. Je te propose, Fanny, qu'on enchaîne. Comme ça, on enchaîne directement sur la présentation de l'erreur et on prend les questions à l'issue. Ok, super. Du coup, j'arrête le parcours. Parfait. Un grand merci de cette présentation, Fanny. On va donner la parole maintenant directement à M. Pascal Querel de la société Saniva pour nous exprimer en quelques minutes les avantages de son procédé. Vous pouvez donc reprendre la main sur le partage d'écran. Vous le pouvez. Parfait. Voilà, donc merci pour votre invitation et puis sur l'impact taux versus donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc ne pas gérer le potentiel aujourd'hui dans un problème et donc aujourd'hui la différence entre une méthode chimique et une méthode vapeur, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan biosphère et efficacité. Aujourd'hui la norme effective, c'est la norme NF 1210, donc on fait part sur le ensuite par rapport au risque chimique. Quand on parle de la vapeur, je dirais qu'on n'a aucun réseau généré, donc je dirais c'est quand même quand on parle de chimie, il faut de manière globale. Une chimie, c'est pas uniquement une commande de prix, on commande produit, c'est de l'énergie, c'est parce que c'est pas tout seul. Le stockage, c'est pareil, c'est des volumes après. C'est de l'œuvre à prévoir, c'est des stockages à prévoir, ça a des coûts et ça génère des déchets. Comme la des produits chimiques, résidus qui vont partir à l'extérieur, mais également des résidus des et tout ça, en fait, cette filière n'existait pas et on mettait dans les poubelles, mais aujourd'hui, les fabricants demandent de gérer en emballage. Donc, ça génère aussi des risques et des coûts importants. Donc, c'est
c'est une donc je vous ai dit, gestion des emballages, des résidus. Au niveau avec la vapeur, il n'y a aucun jet créé. Donc, on va dire une consommation d'eau, environ 0,1 litre d'eau. Et quand la surface est nettoyée, elle est instantanément sèche. Donc, il y a des risques chimiques et des risques aussi physiques. Et des choses. Donc, au niveau de la méthode chimique, alors les solutions à cette situation de jour, un établissement qui a la même technique, donc c'est très compliqué d'avoir des protocoles, des méthodes, des méthodes, faire des comparatifs et faire des choses. On n'a pas la même risque. Parler également des effets chimiques et des résidus, des rejets. Il faut prendre en compte le lavage. Le lavage, c'est un lavage des bandeaux et non le lavage parce qu'ils ont comme je disais, sont chargés résidus. Donc il faut d'abord prélaver ces bandeaux correctement. Et c'est des grosses utilisations de rejets très importants. Donc au niveau de la chimie, il y a également de produits. Hein, donc, comment lister, c'est des rejets. Stockage, c'est des rejets. L'utilisation aussi de la chimie, c'est des risques chimiques. Alors, bien sûr, on parle de allergies, mais on jette des produits des risques de antagonistes et aujourd'hui de plus en fait rejet avec les agents de l'eau, on se rend compte en fait que ce là est complètement oublié. Comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, pas en fait de rejeter les choses, il faut les maîtriser derrière. Nombreuses opérations qui sont en en fait, on les détruit et c'est des énormes pour la société de pouvoir en fait les mettre en service. Donc la gestion du, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui. Et les emballages, en fait, les emballages, des suremballages, des sur-suremballages parce que tout est avec des palettes, des plastiques, des cartons, et ainsi de suite. Donc ça représente vraiment des équipes qui sont non négligeables. Je sais, en fait, l'étude qui avait fait 1000 ans, sur on a évalué la différence entre le coût de ce qu'on peut dire, c'est que ça coûte aujourd'hui si on n'existe pas. En fait, microfibre. En coton encore parce que c'est entre carré, on a euros et par rapport pour parler. Donc, je suis allé un peu vite et on pourra, si vous voulez, vous envoyer des éléments par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas mettre en fait la politique
chimie ne peut pas tout faire, la vapeur ne peut pas faire tout. Je pense que la bonne solution, c'est, comme je l'ai dit, c'est de faire une évaluation, une analyse, pour voir en fait les produits sont les plus performants et je dirais avancer graduellement, voilà, et se fixer des objectifs atteignables. Et je pense que si on raisonne de ça, on a la possibilité d'avoir vraiment un gain. Merci. Monsieur, merci beaucoup pour du timing des propos. Et puis, juste un petit clin d'œil, je crois que je vous ai mis il y a un temps. Donc, on a pris de la bouteille un peu, je vois qu'on est chaud de poste. Donc, je suis très heureux de vous retrouver 20 ans après sur ces sujets qui, à l'époque, étaient innovants toujours. Grand chapeau, on va afficher la. J'ai 25 ans maintenant. Voilà, je vais me prendre ça en plus. Là, même si ça, c'est pas cool. Arrêtez de partager l'écran. On va donner maintenant la parole à la société d'Epic, M. Emmanuel Dom, pour nous présenter quelques minutes. Et bonjour à tous, merci à tous les intervenants. Nous, on rajoute plus de choses que ce qu'a dit Mel. On est tous plus de l'intérêt de la vapeur par rapport aux produits chimiques. Et il a très bien posé. Nous, en fait, on va avoir 3 cœurs de métier. Le premier cœur de métier, c'est l'audit. Prendre en compte les moyens d'un établissement, prendre en compte ses objectifs en termes de désinfection, de nettoyage. Et de là, travailler avec eux pour un protocole. On a beaucoup sur le protocole, sur la façon de travailler, parce qu'il y a aussi des risques au niveau personnel, aussi des risques de travail pour limiter les expositions des produits chimiques. Et ils sont nombreux dans les cliniques et les maisons de retraite. On va faire un audit vraiment de tout ce qui se passe. Et puis, on va aider les établissements de santé à travailler pour abaisser tous ces risques-là, les risques chimiques, les risques de pollution et les risques aussi de pollution des surfaces et de l'air. Monsieur Delhomme, je vous engage à couper votre caméra parce qu'on entend un mot sur deux. Je pense que ça consomme votre bande passante. Donc, alors, attendez, excusez-moi. Voilà, ça va mieux là? Vous m'entendez? Allez-y. Ouais. Oui, donc, pour résumer, ce que je vous ai, Depic est plus intéressé par… On ne vous entend pas, donc ça va être un peu difficile. Ça va être compliqué, oui. Donc, ce que l'on peut retenir de toute façon, c'est que votre société est référencée à la CAP et que vous vendez également des procédés vapeur et que vous êtes à la disposition des adhérents qui peuvent être intéressés par ce genre de produits. Oui, c'est pas simplement ça. On n'est pas simplement vendeur. On est là vraiment pour étudier le protocole et pour faire un audit de ce qui se passe. Et à partir de là, de donner des procédés de nettoyage ou de désinfection qui sont adaptés aux pratiques des établissements. On a différents procédés sans chimie, en fait, qui se font qu'à partir de l'eau chez le client, une eau qu'on va purifier et qui va nous permettre de travailler et d'avoir un résultat qui va être soit l'équivalent, soit parfois meilleur que ce qu'on peut avoir avec des procédés chimiques. Okay. Après, j'imagine que vous assumez de la formation également pour les collaborateurs de ces établissements? Tout à fait, ça va dans ce sens-là. Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup à tous deux de ces présentations sur ces procédés qui permettent véritablement de réduire les risques. Alors, on peut commencer un jeu de questions-réponses pendant quelques minutes. Je vois qu'il y en a une première sur le chat. Qu'en est-il du nettoyage à l'ozone? On va certainement avoir 2 niveaux de réponse. Je pense que Fanny voudra peut-être intervenir là-dessus. Est-ce que l'un d'entre vous voulait répondre sur le nettoyage à l'ozone? Oui, on a un autre procédé qui est un travail à l'eau ozonée, en fait. Ce n'est pas l'ozone en elle-même, c'est l'eau ozonée. En fait, on injecte de l'ozone dans de l'eau purifiée qui nous permet de nettoyer et forcément en nettoyant, on va enlever des bactéries comme l'a dit Fanny. C'est un procédé qui permet de ne pas avoir de rejet non plus
Et c'est un procédé qui permet de nettoyer là où on ne peut pas forcément passer à la vapeur. Et c'est un procédé qui permet de nettoyer si on n'a pas le temps de faire de la vapeur, d'aller plus vite. C'est un procédé qui permet de ne pas avoir de détergent du tout, donc d'être complètement safe pour l'environnement. Bien sûr, l'ozone qui est injecté dans l'eau ne se met pas dans l'air. On n'a pas d'ozone dans l'air. Donc, il n'y a aucun danger pour les établissements. Ça n'ira pas, ça va pas nettoyer aussi profondément que de la vapeur. Faut pas demander à l'eau ozonée autant de choses qu'à la vapeur. C'est pas du tout la même chose. Dans des cuisines, par exemple, la vapeur, elle a un fort pouvoir dégraissant que n'a pas du tout l'eau ozonée. Faut pas demander tout n'importe quoi à l'eau ozonée. Mais pour le nettoyage des sols, par exemple, dans les entrées d'établissement ou dans les chambres, ça suffit largement. Lié avec une bonne action mécanique, ça suffit largement. Alors, vous venez de donner une indication importante sur les cuisines, parce que je pense que, là, c'est moi qui vais poser cette question, après on rebondira sur les questions du chat, mais moi, j'ai plutôt entendu dire que les procédés vapeur ne suffisaient pas à dégraisser les cuisines. Donc là, aujourd'hui, vous nous dites, si, ça marche en cuisine? Ah bah oui. Oui, il y a des cuisines d'établissement qui utilisent des appareils vapeur, ça fonctionne. Vous pouvez dégraisser de la graisse cuite avec de la vapeur. Il n'y a pas besoin d'utiliser un produit chimique. Et la graisse cuite, c'est ce qui est le plus révélateur. Si vous utilisez il y a un tas d'ustensiles qui vous permettent de frotter avec l'appareil vapeur et vous allez décoller tout. Si vous avez suffisamment de puissance et si vous avez une vapeur sèche qui est de bonne qualité, vous décollez n'importe quel type de graisse cuite. Nous avons une question sur le chat au sujet des chiffons à microfibres et sur le rôle désinfectant du vinaigre. Alors, dans la mesure où on n'a pas d'interlocuteur aujourd'hui, de prestataire référencé sur la microfibre, on va avoir du mal à vous faire une réponse. Est-ce que, Fanny, tu as envie de répondre à ça ou pas? Oui, alors pour les microfibres, si on achète des microfibres pour le sol dans le but de désinfecter avec les microfibres d'eau, bien sûr, elles se nettoient, il ne faut pas en prendre des jetables. Après, le prix, en fait, vous allez avoir différentes épaisseurs. Il faut regarder en fonction de la durée de vie. Des fois, plus les microfibres, en fait, ça a calculé avec le coût global, plus les microfibres vont être épaisses, plus elles vont avoir une durée de vie longue, donc plus on va pouvoir lier. Sauf que plus elles sont épaisses, plus elles sont lourdes et donc plus il va falloir consommer d'eau et d'électricité au moment de les laver. Donc, c'est un coût global à regarder. Voilà, entre la durée de vie, le coût de l'entretien et le coût d'achat de la microfibre. Mais sinon, oui, il faut prendre des réutilisables. Et le rôle désinfectant du vinaigre est-il prouvé? En fait, le vinaigre n'est pas un désinfectant. Il peut un petit peu nettoyer, il est détergent, mais il n'est pas désinfectant. Merci de le préciser parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur le sujet, donc il est important de le signifier. Parfait. Est-ce que au-delà du chat, vous avez des questions à poser? Dans ce cas-là, n'hésitez pas, prenez la parole. Je vois une question là. Si je demande une version simplifiée d'une FDS, un fournisseur peut-il refuser? Je ne vois pas en quoi un fournisseur refuserait de vous donner une FDS. Et si j'ai envie de vous dire, alors là, c'est très direct, c'est pas réglementaire ce que je vais vous dire, mais si un fournisseur refuse de vous donner une FDS ou une FDES sur des matériaux de construction, surtout ne l'achetez pas. C'est très personnel, mais c'est très précis comme réponse. La question là, c'était peut-être sur les FDS simplifiés. Donc, réglementairement, ils doivent vous fournir les FDS, ils n'ont pas le choix. Par contre, ils ne sont pas contraints réglementairement de vous fournir des FDS simplifiés, mais ça peut faire partie de la relation commerciale et d'un critère de choix de votre côté. Oui, tout dépend de ce qu'on appelle simplifié aussi, parce que si c'est pour faire une FDS dans laquelle il n'y a plus les informations principales… Mais voilà. il faut retrouver les rubriques 2 et 3, les phrases de risque et les détails des composants et les équipements de protection et les gestes de premier secours. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Je vois qu'on est arrivé au bout de notre heure. On peut déborder si des questions surviennent. De toute façon, si elles ne surviennent pas maintenant, parce que tout ça peut être un petit peu technique, vous avez la possibilité de contacter Dylan, qui a organisé cette réunion, et nous répondrons de toute façon à toutes les questions. Qu'en est-il des virucides? Je vais peut-être répondre par rapport
par rapport aux produits chimiques, il faut qu'ils aient la norme virucide. Par rapport aux méthodes alternatives qu'on vous a présentées, donc à savoir que les virus, une fois qu'on désinfecte, ils ne recolonisent pas, eux. Ils n'ont pas la capacité à se multiplier dans leur environnement tout seul. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré le graphe. Bactéries qui recolonisaient au bout de 2 heures, les virus, ce n'est pas la même chose. Eux, quand on les tue, ils ne recolonisent pas. Donc, les produits chimiques, il faut les normes aussi. On en a pas mal parlé. La microfibre, en fait, les virus sont 10 fois plus petits que les bactéries. Donc, la microfibre n'est pas virucide. Elle ne va pas réussir à les attraper parce qu'ils sont plus petits. Par contre, le nettoyant vapeur fonctionne et est virucide. Parfait, merci beaucoup. Ben, merci à tous. Écoutez, c'était très intéressant. Merci Fanny pour l'exposé qui était vraiment complet. Ça apporte une vraie plus-value pour vous, pour nos adhérents. Donc merci à Primum, Olivier. Merci également à Sanivap et Depic, bien sûr. Donc n'hésitez pas à passer par la CAP hein, voilà, si vous voulez plus d'informations sur ces procédés. Nous, après, on peut vous aiguiller en interne et puis on reviendra vers Sanivap et puis vers Depic si jamais il y a d'autres questions, d'autres informations. Je peux également vous transmettre, si vous souhaitez, les supports de communication. Si vous avez besoin de plus d'informations pour pourquoi pas après communiquer chez vous dans vos établissements en interne. Donc voilà, c'est la fin de ce rendez-vous RSE. Le prochain rendez-vous RSE, je vous invite à le noter, ce sera le 11 février. Donc ça va venir très vite, dans 3 semaines. Et là, on va parler de la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, où voilà, on vous donnera beaucoup de conseils, beaucoup de bonnes pratiques, encore une fois avec le cabinet Primum, sur comment réaliser cette déclaration, qu'est-ce qu'on met dedans, les objectifs, les indicateurs RSE. Voilà, je reste disponible par mail si vous avez la moindre question. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, au revoir. Merci.